Incroyable, ça marche même sous Linux. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Kempf, je suis un geek et je suis là pour vous parler de VLC. Pourquoi je vais vous parler de VLC? Parce que VLC, en fait, tout le projet Vidéolan, c'est quelque chose qui n'existe pas souvent, voire qui est globalement assez unique au monde. Parce c'est un projet qui n'aurait pas dû exister, c'est un projet qui est complètement délirant, c'est un projet de geek fait par des geeks, c'est un projet qui ne gagne pas d'argent et c'est le logiciel français le plus utilisé au monde de très très loin. Et pourquoi? En fait, parce que l'histoire en fait, de Vidéolan, le but de Vidéolan, c'est que tout le monde ait les codes de chantier partout. J'en ai souvent sur ma tête. C'est une histoire d'étudiants qui était à l'école centrale Paris. Donc l'école centrale Paris, voilà, c'était ce truc, ça ressemble à votre Polytech aujourd'hui, ça a été rasé. Mais ça commence en fait dans les années 60. Dans les années 60, l'école centrale Paris, qui devait s'appeler l'école, un truc hyper pompeux, genre l'école nationale supérieure des arts et manufactures, ou quelque chose comme ça, ils ont décidé que c'était trop petit, ça formait à peu près 100 étudiants par an, et donc il en fallait plus. Et donc ils ont, comme ça s'appelait centrale, ils ont décidé de le mettre au centre de la France, c'est-à-dire du côté de Clermont-Ferrand. D'ailleurs, ça ne s'est pas fait. Et la raison, en fait, c'est que l'éducation nationale est le ministère de tutelle de l'école centrale Paris. Donc, contrairement à toutes les autres grandes écoles, l'école centrale Paris est une école d'ingénieurs, grande école, qui n'a pas de thunes. C'est-à-dire que la dotation, c'est à peu près la même chose que pour une université. Résultat, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des étudiants, des anciens étudiants, qui eux avaient un peu plus d'argent, qui ont décidé d'acheter, alors c'est au sud de Paris, hein, c'est ceux qui connaissent, c'est du côté de Châtenay-Malabry et du parc de Sceaux, ils décident d'acheter ce terrain, et ils se disent, ok, on va acheter le terrain, puis on va dire à l'éducation nationale, on construit tout pour vous, et vous mettez votre école. Et donc c'est ce qui se passe. Donc si vous voyez un petit peu, je ne sais pas si le laser marche pas, ah bah si. Donc là, en fait, ils ont construit l'école, et le reste, c'est un campus. Alors, je ne vais pas dire à l'américaine, parce qu'on quand même pas, mais c'est un campus assez cool. Alors, j'en vois 3 là-bas qui me demandent, mais il va nous parler de VLC ou pas? Tout ça, c'est la raison pour laquelle vous avez VLC. Ce qui se passe, c'est que c'est un truc qui n'existe pas en France. C'est donc une grande école d'ingénieurs, sponsorisée par vraiment pas une chambre de commerce, hein, par l'éducation nationale, qui est sur un terrain privé. Géré, certes, par une association, mais ça reste un terrain privé. Et donc, tout est géré par cette association de l'école qui est gérée par des étudiants. Donc, tout est géré par les étudiants, que ce soit la cafette, le bar, évidemment, mais le téléphone, la télé, la radio, la location des chambres, la bibliothèque, enfin, tout, en fait, est géré par des étudiants. Et arrive dans les années 80, une association qui gère le réseau. Le réseau, alors ça s'appelait VIA, parce que ça voulait dire « Vive l'informatique autrement ». J'espère qu'ils ont payé personne pour avoir un truc aussi bien, ou alors ils travaillent avec les gens de France Travail. Dans les années 80, ils mettent un super réseau qui est du token ring. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sait ce que c'est le token ring? Wow, waouh. Ok, en général, j'ai 2 mains. Donc, en fait, l'intérêt, c'est qu'il y a 1500 élèves, et donc des gens, et notamment des gens d'IBM, disent on va faire des expérimentations. Et donc, ils utilisent ce campus pour faire des expérimentations de réseaux assez larges, en se disant, de toute façon, si on casse tout, c'est pas grave. Et donc, le token ring est installé dans toutes les chambres. Et donc, le token ring, c'est des réseaux en fait où il n'y a pas de routeur central. C'est comme si en fait vous vous donniez tous la main, là comme ça va être pas mal. Et en fait, vous parlez en morse en serrant la main du voisin. Et donc, c'est un token que vous passez. Et chacun regarde en disant à qui c'est pour moi? Ah non, c'est pas pour moi. Alors déjà, niveau confidentialité, parce qu'on sait qui envoie à qui. Mais en fait, dans les années 80, donc on fait du Pine, fait du Telnet pour aller faire du Pine et des newsgroups en de commande. Il n'y a pas de problème, hein, c'est pour travailler. Sauf que dans le début des années 90, il y a un truc qui arrive qui s'appelle des jeux vidéo. Et les étudiants donc disent, en fait, franchement, c'est nul le token ring. Parce qu'évidemment, plus il y a d'ordi, plus ça lag. Et surtout, tu lags parce que chacun des ordis, et notamment l'ordi que tu as, qui est nul, parce que c'est ton voisin qui n'a pas l'argent, mais il se connecte, et donc en fait, il augmente le lag de tout le monde. Donc tu joues la nuit. Enfin, c'est pas grave, t'es étudiant. Mais quand même,
ça le fait pas. Donc ils vont 92, 93, la Doom, Duke Nukem qui arrive, et puis ils vont voir l'école en disant oui, on aimerait bien un nouveau réseau pour travailler. Et l'école centrale Paris, avec une mauvaise foi que seuls les Français sont capables de faire, est vraiment absolument géniale. On veut vraiment vous aider, mais légalement, on n'a pas le droit. Parce que le campus, vous comprenez bien, ne nous appartient pas, puisque c'est un campus privé. Donc, allez hop. Et puis, vraiment, avec le truc que bien des grandes écoles ou des étudiants des universités peuvent dire, allez voir des partenaires industriels de l'école. Hein. Et puis, au revoir. Sauf que il y en a quelques-uns, ils sont assez bêtes, et donc ils vont voir des partenaires de l'école. Et ils vont voir les partenaires de l'école, et ils vont voir notamment les gens qui ont construit l'école, Bouygues, comme la moitié des bâtiments de France. Et donc ils vont voir les gens de Bouygues, les Bouygues ils disent je comprends rien à votre histoire, allez à côté, mais on a des potes TPS, TF1, et donc ils vont voir les gens de TPS ou TF1 à l'époque. Et il y a quelqu'un qui dit écoute, moi ça m'intéresse énormément, parce que là, le futur de la télé, c'est le satellite. Bon, franchement, en 94, c'est pas idiot comme réflexion. Hein, bon, non, mais en tout cas, c'était l'idée. Et ils disent, en fait, je vais devoir acheter 1500 antennes. Les antennes, bon, ça coûtait quand même assez cher. Et puis surtout des décodeurs. Donc les décodeurs, les premiers décodeurs satellites, c'est un truc comme ça, qui coûte 2000 francs. Vous rajoutez fois tous les étudiants, on parle de sommes qui sont assez astronomiques. Et donc ils disent, si vous allez au bâtiment B, qui doit être celui-là, si je ne me trompe pas, on met une grosse antenne. Et on va utiliser le réseau pour diffuser de la vidéo. On est en 95, donc tu as des 486 DX66. Les mecs qui ont vraiment beaucoup d'argent, ils ont les Pentium 60 et 90. Autant dire que se dire qu'on va diffuser de la vidéo sur un réseau local, ça semble débile et infaisable. Les étudiants, ils veulent vraiment jouer. Donc ils disent, ok, on lance. Et donc effectivement, alors... ils réfléchissent à plein d'idées, d'avoir du compressé, du pas compressé, mais résultat, en 96, ils se retrouvent avec un réseau ATM à 155 mégabits par seconde, un truc de data center. Tout le monde, la connexion sur Internet, elle est en T1, 1,5 mégabits, et ils ont un nouveau réseau, et donc ils sont capables de diffuser la vidéo sur le réseau. La démo, elle dure 40 secondes, parce qu'à 46 secondes, le truc crash. C'est un super ordinateur où on a mis 64 mégaoctets de RAM, parce que de toute façon, ça met clic. Évidemment, c'est inutilisable. Et en fait, le projet qui s'appelait évidemment Network 2000, on est en 97, ça s'appelle forcément 2000, sinon c'est pas un projet. Le projet Network 2000 fini, démo, tout ça. Ça a été sponsorisé avec un système de taxe d'apprentissage, taxe professionnelle entre l'école, une association, loi 1901, une autre association, loi 1901, 3Com, Bouygues, IBM, et voilà, et c'est génial. Et le projet aurait dû s'arrêter là. Sauf que, un an et demi après, il y a des étudiants qui disent en fait, ce projet de diffusion de vidéos sur un réseau, en fait, on pourrait le continuer. Il y a peut-être d'autres gens que ça utilise. Et donc, ils démarrent le projet vidéo sur un réseau local, Vidéolan. Vous allez voir, dans toute l'histoire de Vidéolan, en fait, c'est nul les noms, hein, mais en même temps, je crois que c'est global à toute la profession. Bref, et donc, se lance le projet Vidéolan, et on n'est toujours pas dans l'open source. Hein. Et donc, ils disent, on va refaire tout, et ils essayent avoir un but d'être open source. Donc là, c'est quand même assez avant-gardiste à l'époque, mais surtout d'être cross-platform. Alors, je vous calme tout de suite, quand on parle cross-platform, eux, ce qui les intéresse, c'est Linux et OS2 et BIOS. Hein. On ne parle pas de Windows, ni de Mac, ni quoi que ce soit. Mais donc, ils démarrent ce projet en 98. Donc, c'est 3 ans après le début du premier projet. Et ils se battent contre l'école pendant 2 ans et demi pour pouvoir le transformer en un projet open source. Puisque l'école voulait évidemment vendre le décodeur MPEG-2 et le vidéo et le décodeur MPEG-audio pour récupérer de l'argent, parce que le MIT avait fait ça sur le MPEG-1, pour gagner de l'argent, puisqu'on a dit qu'elle était éprouve, pour ceux qui ont suivi. Et donc, en fait, ça prend 2 ans, et puis ils se rendent bien compte qu'en fait, sans l'énergie des étudiants, ça ne marchera pas. Et donc, le projet, qui s'appelait Vidéolan, devient open source. Alors, dans Vidéolan, vous avez vu, je ne parle toujours pas de VLC, parce qu'en fait, il y a plein de trucs. Il y a Vidéolan client, qui est le lecteur, mais il y a surtout le serveur, et il y a surtout des éléments actifs dans le réseau assez importants. En particulier, une technique pour faire du multicast sur des réseaux pas de multicast. Je vous raconterai ça avec de l'alcool. Aujourd'hui, c'est devenu quoi? Vidéolan, c'est une association loi 1901 que moi j'ai créée en 2008, donc bien plus tard, pour sortir ce projet qui était beaucoup trop gros de l'école centrale Paris. Mais on a fait énormément de soft.
Donc il y a évidemment VLC que les gens connaissent, mais en fait surtout il y a un autre logiciel qui s'appelle X264, qui est l'encodeur vidéo le plus utilisé au monde. C'est à peu près tout ce que vous voyez sur Internet, c'est du X264, ou quasiment. Hein. Et on a beaucoup d'autres choses, des stacks de DVB, donc tout ce qui est satellite, des stacks de DVD pour déchiffrer les DVD. Un jour aussi, je vous raconterai des histoires là-dessus. Des histoires pour déchiffrer le Blu-ray, ça c'est plus embêtant. Mais surtout, en fait, Videolan, c'est une vraie asso. Alors, on est vraiment dans le vrai open source. Hein. C'est-à-dire que, pas ce que fait Microsoft. Hein. Open source, ça veut dire que c'est une communauté, c'est des gens, j'espère qu'ils ne sont pas sponsors. Sinon, je vais me faire gronder. Mais on parle vraiment d'une communauté faite par des étudiants qui bossent sur leur temps libre et qui ont fait ça parce que ça a été rigolo. On fait plein de choses, notamment on est très proche avec la communauté FFmpeg. Mais bon, c'est pas très important. Le cône. Alors, c'est rigolo, mais le cône, c'est, enfin, quand je me balade et que je vais parler de VLC en Inde, en Chine, au Japon, le cône, ils connaissent bien. D'ailleurs, 40% des gens qui vont sur notre site web tapent dans Google Cône Player. C'est même pas une blague, quoi. Le C de VLC, c'est Cône. Oh ouais, en fait, normalement, c'était client, mais c'est pas grave. C'est évidemment une histoire d'étudiants sur un campus. Ouais. Mais c'est important, c'est que VLC, c'est plus connu que l'école centrale Paris. Vous allez dans le monde entier. Alors peut-être les Français connaissent l'école centrale Paris. À l'extérieur, à peine. C'est plus connu. Et c'est marrant. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est un projet fait par des étudiants, des gens, des vrais développeurs, fait par des développeurs, pas par un marketing qui a décidé qu'il fallait faire un nouveau projet, et qui ont fait un projet qui est plus connu que les autres, que beaucoup d'autres. Téléchargement, à peu près 1 million, entre 1 million et 1,2 million par jour. Ça fait à peu près 500 millions d'utilisateurs dans toutes les plateformes. Et sur notre site, hein, que ce qu'on compte sur notre site web, on est à 4,9 milliards. Alors oui, c'est sûr, il y a des updates, etc. Mais quand on prend une version, par exemple, juste une seule version, celle qu'on avait sortie l'année dernière, on a eu 420 millions de téléchargements d'une version unique. Et ça, c'est hors Android, hors iOS, hors App Store. Quoi. Donc on parle d'un truc qui est vraiment énorme. Donc c'est ce que je dis, c'est le logiciel français le plus utilisé au monde et le moins rentable. Quand on fait 0 divisé par 500 millions, est-ce que ça fait combien par rapport à 0 divisé par 2 ? Bon, toutes les plateformes, une marque délirante, franchement c'est hyper connu comme marque, t'entends, on a des trucs Gartner, vous savez, ces trucs que vous coûtez 40 000 € pour avoir 3 PDF, t'entends, il y a une marque VLC, tu fais ah ouais, cool. Tout ce qu'on a fait en fait est international, le projet Videolan a toujours été en anglais. Donc là, je parle en français, ça me fait un peu bizarre, mais tout a toujours été fait en anglais. Ça a été connu pour ça, c'est que VLC, ça sait tout lire. Et c'est un vrai changement, c'est que pour les gens qui sont un peu plus vieux, à l'époque, tu téléchargeais, ce que tu ne faisais pas parce que c'était vraiment pas bien. Donc tu téléchargeais et à la fin on te disait « je n'ai pas le codec pour l'ouvrir ». Donc là tu allais télécharger, parce que tu avais quand même passé du temps à télécharger, tu allais chercher un nouveau codec pack, comme ça s'appelait, qui était grosso modo la moitié des codecs, la moitié des virus. Tu l'installais, ça défonçait la base de registre de Windows et puis tu ne pouvais plus jamais booter ton Windows. Donc tous les 6 mois tu redémarrais ton Windows, enfin tu réinstallais ton Windows. VLC en fait arrive avec ses codecs parce que en fait VLC ça a été fait sous Linux et sous Linux tu arrives avec tes packages. Donc en fait VLC c'est self-contained. Tu peux rajouter autant de codecs que tu veux sur ta machine, ça marchera pas. Et surtout en fait le champ des codecs c'est absolument infernal. Il y en a des. Je crois que la dernière fois qu'on a compté le nombre de combinaisons qu'on pouvait lire avec VLC, juste de combinaisons, on était à plus de 50 millions de combinaisons différentes. Donc c'est infernal. Mais donc si en plus tu dois installer des codecs packs qui vont interagir, tu n'y arrives jamais. Et donc dans VLC, on a tout mis dedans. Et donc nous, on est capable de tester et on vérifie. Donc dans VLC, soit ça marche pas. Et si ça marche pas, vous ne pouvez rien y faire. Mais résultat, à l'époque, alors ça s'est calmé un peu parce que ça s'est un peu standardisé, mais à l'époque, c'est un des trucs qui a fait que VLC a vraiment cartonné. On verra une autre raison bientôt. VLC, ça marche partout. La dernière version, elle marche toujours sur OS 2. Donc c'est pas une blague. Contrairement à d'autres entreprises qui ont beaucoup plus d'argent et donc qui ne peuvent pas faire ce qu'on fait, on fonctionne toujours sous Windows XP, on fonctionne toujours sur macOS 10.7, on supporte toujours iOS 9, on supporte toujours Android 5. Alors vous comprenez, des petites boîtes comme Microsoft, Apple, Google, elles n'ont pas l'argent. Hein, c'est très difficile, elles n'ont pas les compétences. Évidemment, tous les BSD, Solaris et autres trucs complètement chelous. Sur OS 2, je pense que le mec qui maintient le port VLC sur OS 2, c'est le seul utilisateur d'OS 2.
Alors c'est même pas vrai, parce que je suis allé en Corée à une conf de mecs sur OS2, ils étaient au moins 15. Si vous regardez les noms des releases de VLC jusqu'à la version 1, c'est que des noms de James Bond. La simple et bonne raison, c'est que quand ils ont rajouté le support des DVD, le DVD qu'ils avaient sous la main, c'était GoldenEye. Voilà, donc on a utilisé GoldenEye. Si vous regardez bien, c'est pas GoldenEye à l'écran. Mais vous voyez, c'est encore écrit Videolan Client avec des belles décorations motifs. On se croirait vraiment bien dans le retour des années 90. Mais c'est sous Linux. Ça, c'était la première version que les gens vraiment ont commencé à utiliser, qui était capable de lire justement du multicast TS. Et donc, on avait fait des tests à Roland Garros. On était très, très fiers. On est en 2002, 2003. La première version sous macOS 10. Alors, pour les gens qui étaient sous macOS 9, qui étaient des vieux macOS, quand il y a macOS 10, il y a eu une énorme bataille avec les gens de Mac. Et donc, beaucoup de développeurs refusaient de passer à macOS 10. Et puis, il y avait des développeurs comme nous qui arrivaient directement sur macOS 10, parce que c'était plus proche d'un Linux. Et donc, pendant très longtemps, VLC, c'était la seule façon de lire des DVD. Mais genre, pendant longtemps, quoi. Bon, après, est-ce que c'était légal? J'en sais rien. La version WXVJet, qui était peut-être la 0, qui a été celle que les vieux ont connue en vers 2002-2003. WXVJet, ne jamais faire, c'est une erreur. On est passé à côté à travers ça. Donc ça, c'est la version un peu plus... Vous voyez, quand même, encore, il y a un peu les côtés un peu glossy qui étaient la mode à l'époque. Et puis maintenant, une version cute qui lit les poneys, donc évidemment, c'est la meilleure, sous GNOME 3. Ça, c'est vraiment des bénévoles. Donc, je dois être quelque part. Ah oui, je suis le mec en rouge, là, heureusement qu'on ne voit pas trop parce que c'est pas terrible. Pendant très longtemps, c'était des étudiants donc, de l'école centrale Paris. Et puis vers 2006-2007, je me suis occupé de sortir, parce qu'en fait, la direction des études a commencé à serrer un peu la vis. Et donc, on n'avait plus de temps. Et surtout, VLC devenait de plus en plus compliqué. Parce qu'évidemment, comme tout soft, on commence par tous les trucs faciles. Puis dès qu'on commence à avoir des problématiques de multithreading, il n'y a plus personne. C'est difficile, hein, le multithreading. Hein. Oui. Et donc, c'est surtout des bénévoles qui étaient, grosso modo, soit des anciens élèves, soit des gens... autour, et donc on s'est occupé en fait de monter une communauté, et ça reste des bénévoles. Aujourd'hui, Videolan, c'est ça, c'est-à-dire que il y a à peu près il y a à peu près un tiers des gens qui sont sur VLC, le reste c'est les gens de FFmpeg, X264 ou MPV ou d'autres logiciels qui sont dans la communauté multimédia, parce que Videolan c'est pas juste VLC. Et ça c'est vraiment important, c'est que c'est une association loi 1901, on n'a pas d'argent, on n'emploie personne. Les développeurs, c'est vraiment, les gens qui sont les membres, c'est vraiment les core développeurs. Donc l'argent qu'on récupère principalement en dons à travers PayPal sur notre site, on l'utilise pour acheter du matos, acheter des noms de domaine, des marques, voilà, et puis un peu pour se balader, pour venir faire des confs, comme par exemple ici. Et on organise une conf tous les ans. Voilà. Mais donc vraiment, c'est une asso, on est 30. Des mecs qui sont vraiment sur le corps de VLC, c'est 10 personnes. On est vraiment tout petit. On a toujours travaillé en remote. On se voyait grosso modo 2 fois par an. Une fois au FOSDEM en février, une fois au Videolan Dev Days en septembre. On a toujours travaillé sur IRC. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, IRC, c'est Slack, mais pour les vieux. Ça marche pareil, il n'y a juste pas les threads et pas les emojis de mauvais goût. Mais en fait, tout s'est toujours fait à distance, quoi. Donc, le jour où il y a eu un confinement, oh cool, j'ai plus de temps. On a toujours travaillé, et tout ce qu'on fait, on n'utilise que des logiciels libres intégralement. Tout. On a notre infra qu'on installe nous-mêmes, en refusant les firmware pas open source. Donc, on a vraiment une habitude. On a pendant très longtemps utilisé Track, PHPBD, MediaWiki. Donc, tout ça, grosso modo, c'est en train de partir. On est en train d'utiliser GitLab pour tout. Et voilà, IRC, les mailing lists, ça suffit. Des règles très très simples de collaboration, et surtout une recherche du consensus, qui n'est pas toujours facile dans les communautés open source. Et surtout, on est passé à Git en 2007, donc c'est avant GitHub. On a un code of conduct avant que ce soit la mode d'avoir des codes of conduct. Mais le core team de VLC, c'est 5 personnes. Vraiment, il y a 5 personnes qui pendant très longtemps codaient. Au moment où j'ai vraiment repris le projet, on était 2. Et quand on était 2, on avait déjà des dizaines de millions de téléchargements. Donc, c'est que des gens très tech
il y a quasiment, je suis la seule personne qui fait moins de tech que les autres, c'est pour vous donner un peu le niveau. À peu près 1000-1200 personnes ont contribué à VLC depuis son début de son existence. Chaque année, c'est à peu près 100-150 personnes à travers des merge requests, à travers des traductions. Et la façon dont on décide, c'est des questions de qualité. Alors pourquoi? On reçoit énormément de merge requests où les gens codent de façon douteuse. C'est bien dit comme ça. Voilà. Ah oui, non, mais si, je rajoute cette feature. Ouais, mais sauf que moi, c'est moi qui vais maintenir ton code. Ah mais non, pas du tout, dans 6 mois, je serai là. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans 6 mois, tu as changé de femme, changé de boulot, tu as eu un gamin, tu as eu un accident, tu as été embauché par une grosse boîte qui veut plus que tu fasses de l'open source. C'est normal, c'est la vie. Et d'ailleurs, statistiquement, il y a 1000 personnes qui ont contribué, il y a 10 personnes qui restent. Donc, j'ai 1% de gens qui restent. Donc, c'est moi qui vais maintenir ton code. Donc, il y a intérêt à ce que ton code, ce soit nickel. Ça ne veut pas dire que ce que tu as fait est mal, c'est juste qu'il faut que ça rentre. Donc par exemple, VLC, c'est énormément de modules. Bah, si je te dis qu'il faut que ce soit un module, c'est que ça doit être un module. Ce n'est pas juste pour t'en mettre un petit peu aussi. Mais globalement, et ça c'est important parce que il y a beaucoup de features, il y a beaucoup de gens qui nous posent « Ah, pourquoi vous n'avez pas cette feature? C'est hyper important. » Tous les autres gros players. Ouais, mais les autres players, ils ont une équipe marketing qui a décidé de quelque chose, qui ensuite allé l'équipe produit, qui a fait ensuite des user stories, des user persona, des user persona stories, et ensuite ça finit chez les devs qui codent plus rapidement pour finir dans leur sprint. Il y a des sourires gênés dans la salle. Nous, c'est l'autre. C'est je regarde mon film, qu'est-ce qui me gêne? Oh, je rajouterais bien ça, je rajoute ça. Et c'est comme ça en fait que ça arrive. Et donc ça, c'est assez important de comprendre et ça explique beaucoup de choses sur VLC. Celui qui code, c'est celui qui a le pouvoir. Donc toutes les décisions, en fait, elles sont grosso modo, quand il y a des débats, c'est en fonction de qui a le plus de commits et qui a le plus de code derrière moi. Et ça, c'est important parce que celui qui... Alors, on n'a aucune team marketing, on n'a aucune team légale et on a toujours... Et la réponse a toujours été de trouver le consensus. Et puis quand on n'arrive pas, soit on arrive à voter avec une large majorité, si on a plus des 2 tiers, soit faut aller forker. Et résultat, on n'a jamais eu vraiment de fork important de VLC. Alors juste, VLC, pourquoi c'est populaire? C'est pas juste une question de chance. Il y a aussi des raisons techniques qui font que ça ait bien marché. Il y en a 3. Il y en a 3 principales. La première, c'est l'architecture de VLC qui est plein de modules. Il y a un core. On fait 100 000 lignes de C. Hein. C'est quand même pas, on ne parle pas de quelque chose d'énorme. Et ce core, il charge des modules, il gère un peu, il fait une abstraction cross-platform, il gère le chargement des modules, un peu de thread et de la synchro de audio-vidéo. Ouais, quand même, il faut quand même faire ça. Et c'est assez simple, c'est assez petit. Et ensuite, tout est fait en termes de modules. Alors, la raison pour laquelle ils ont fait ça au début, c'est pas du tout parce qu'ils se sont dit ça va être super bien pour la maintenance du code. Hein. Juste, les compilos étaient trop lents. Et donc, ça permet en fait d'avoir des unités de compilation rapidement pour que la CI et que quand tu recompiles et que tu fais une modification, soit rapide. D'ailleurs, vos CI, moins de 5 minutes. Hein. Et donc, tout est fait par des modules. Et en fait, le fait de faire tout par des modules, ça veut dire que quand quelqu'un il arrive, il dit je vais porter ça sur NetBSD. Il a juste à écrire une sortie audio NetBSD, une sortie vidéo NetBSD, et modifier l'interface pour qu'elle marche sur NetBSD. Et donc en fait, porter VLC sur une nouvelle plateforme, c'est assez rapide. Et aussi, ça permet à des étudiants d'arriver et de rajouter un filtre, de rajouter un codec de façon assez simple. C-Object, ce qu'on appelait le C++. Alors ça vous fait rigoler, mais fin des années 90, début des années 2000, les compilateurs C++, ils étaient lents. Bon, ils sont toujours un peu lents, mais là, c'était vraiment lent. Et en fait, il y a aussi un problème avec des langages modernes, que ce soit le C++, le Rust, etc. C'est que le langage est beaucoup trop compliqué. Donc là, déjà, si je vous mets tout dans la salle et je vous mets d'accord sur quelle partie du C++ utiliser, je pense qu'on finit en pugilat. Entre les templates, le C, c'est simple, ça a plein de défauts. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait faire VLC en C? Non. Mais en tout cas, c'était un bon choix. Donc, on utilise énormément de pointeurs sur fonction, de structures anonymes, de pointeurs sur fonction, des modules. Et c'est comme ça qu'en fait, on passe toutes nos abstractions. Et donc, chaque module, il arrive et il dit « je suis un module de ce type-là ». Il réécrit le pointeur de fonction de open et de close. Voilà, ça fait un mini-objet basé sur le C. Et ça marche, à peu près. Le deuxième truc, c'est que VLC, c'est donc un VideoLAN client.
c'est fait pour lire des flux réseau. Et qu'est-ce qui se passe sur un réseau multicast UDP? On perd des... Waouh! Waouh! On perd des paquets. Et donc, à cause de ça, en fait, VLC considère que ce qu'il reçoit en entrée, c'est du garbage. Garbage in, garbage out. Et donc, VLC a été très longtemps et hyper résilient. Alors, il y a une fonctionnalité qui arrive de cette fonctionnalité, qui n'est pas du tout celle que vous recherchez, c'est que quand vous passez 24 heures à télécharger sur votre 56K votre film de 700 mégaoctets en espérant que votre mère ne décroche pas la ligne téléphonique, voilà. Et qu'au bout d'une heure, et qu'évidemment, il n'y a pas de curation et de réseaux sociaux pour vous dire si ce que vous êtes en train de télécharger est bon. Et vous vous rendez compte que vous vouliez un Disney et que c'est un truc d'adulte, ou c'était un truc adulte que vous vouliez et c'est un match de rugby. Vous êtes un peu frustré. VLC, en fait, dès une demi-heure de téléchargement, VLC est capable de lire. Alors c'est sûr, il va te dire, ah, ton fichier est cassé, parce que, évidemment, des fichiers comme l'AVI, ils ont une bonne idée, c'est de mettre les métadatas à la fin du fichier. Alors, ça a du sens quand c'est du fichier, quand c'est du réseau, c'est pas trop. Et c'est notamment les informations qui te permettent de seeker. Ce qui est logique que tu les mettes à la fin, parce que de toute façon, tu le sais que quand tu as fini ton fichier. Donc là, en fait, VLC fait, oh, j'ai pas les métadonnées. Bon, j'essaye quand même. Au pire, je crache. Et donc, en fait, VLC est hyper résilient, beaucoup plus résilient que tout autre lecteur multimédia et que, en fait, ce que vous voyez tous les jours. Le deuxième truc qui est intéressant dans ça, c'est que VLC consomme très peu de ressources réseau. Parce que si vous regardez bien, bon, c'est un graphe orienté évidemment, vous avez l'entrée c'est l'URL, la sortie c'est vos yeux et vos oreilles, bon, très classique. Vous verrez que les flèches elles vont dans le mauvais sens. C'est parce qu'en fait dans VLC fait un calcul de caching en secondes. Donc contrairement à quand vous allez sur YouTube, Netflix ou quoi que ce soit, vous voyez que la barre elle fait choup, il télécharge tout et en fait de toute façon c'était un truc horrible et donc vous n'avez pas regardé la suite. Alors c'est pas grave, ils ont des super heuristiques server-side où il y a eu 30 personnes qui ont réfléchi pendant des années sur faire augmenter très vite, puis pas trop vite en fonction de si vous allez regarder pour pas consommer trop. VLC en fait c'est le demuxer, donc celui qui fait le MP4 ou le MKV, qui dit bah, voilà combien j'ai de buffer. Et donc on va tirer sur le réseau globalement assez peu. Donc par exemple VLC, quand vous lisez un fichier, il ne va pas le lire tout en RAM, il va lire juste les 300 prochaines millisecondes. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est le VLC caching. Et ça montre, enfin, c'est un des exemples qui fait que VLC en fait consomme assez peu en réseau, en stockage, et c'est quelque chose qui a été fait. Et donc, bah voilà. Et cette partie-là de preview pendant que vous téléchargez, c'est un des trucs qui a rendu VLC très, très, très connu. Alors, je vais vous montrer des fonctionnalités complètement débiles qui sont dans VLC pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un lecteur VNC, un lecteur Remote Desktop dans VLC. Bah oui, on est capable d'avoir de l'audio, de la vidéo et de la souris, parce que vous avez besoin de la souris pour les menus DVD. Donc finalement, la mosaïque de Free pendant très longtemps, c'était un VLC, puisqu'en fait VLC c'est un framework multimédia, c'est pas juste un lecteur. Donc il lisait 30 flux, il faisait un filtre. Et aujourd'hui, je crois plus que la mosaïque prend énormément de. Quand vous voyez des barres avec plein d'écrans, très souvent c'est VLC. Donc c'est la fonction no wall. À la limite, tout ça, c'est un peu utile. Là, on a le support du karaoké des fichiers cd.g. J'ai du mal à le justifier, je dois avouer. Alors, normalement... Ouais. Alors, ça, c'est le mug de puzzle de VLC. Donc... Bon, je suis pas super bon. Alors, c'est super utile quand votre copain ou votre copine vous demande de regarder un film français et que franchement, c'est un peu long. Attends, hop. Je vous arrête ça quand même, ça fait beaucoup de bruit. J'en étais où? Ah bah, je vais pas réussir à... Présentation. Vous rigolez? Mais j'ai quand même reçu... Alors, pourquoi c'est arrivé dans VLC? Il y a un prof de maths qui voulait expliquer à ses étudiants ce que c'est les courbes de bayésienne. C'est un truc hyper important. S'il y a des gens dans la salle qui ne savent pas, allez bosser. C'est hyper important. C'est génial, c'est élégant en maths. Et il a dit, je vais faire ça. Bon.
fait rentrer dans VLC, le code était propre, c'est un module, on peut les activer, ça ne consomme rien, etc. J'ai quand même reçu un mail il y a quelques années d'un mec qui fait votre puzzle il est trop facile. Parce qu'en fait, le maximum c'est 16 x 16, 256, j'y arrive trop vite, est-ce que tu peux augmenter? Donc, résultat, c'est pour ça que vous verrez que c'est limité à maintenant quelques millions de pièces. Quand vous avez une base, c'est important, quand vous avez une base d'utilisateurs énorme, chaque fonctionnalité, il n'y a pas grand monde. Le pas grand monde, c'est déjà du monde. On a une version en ligne de commande avec l'UI, enfin la vidéo qui s'affiche. Ouais, mais c'est pas très utile. Ouais, c'est pas grave, on a une version en ASCII Art. Alors, vous rigolez, mais pareil, quand vous êtes en train de débugger un réseau compliqué en WAN avec du multi et que vous pouvez SSH sur les routeurs, bah en fait, c'est quand même pratique d'avoir ça. Bon, on a une version Android, ça c'est la première version Android, hein, avec c'était bien moche. Ça, c'est celle qui ressemble aujourd'hui à Android. On a une version, évidemment, Android TV. On a la première version iOS qui est allée sur le store, qui se fait virer du store. On est retourné sur le store, on s'est fait revirer du store. Je crois qu'on est à 2 fois qu'on s'est fait virer. La première version un peu avec ce skeuomorphisme qui est mort. Ça, c'est la version actuelle. On a une version qui marche sur Apple Watch. On n'a pas le droit d'aller sur le store parce que ça détruit ta batterie. Ça ne sert à rien, mais on a fait parce qu'on pouvait. On a une version sur Apple TV. Ça, c'était la version sur feu UWP, Xbox, le truc de Microsoft qui est mort. On a une version sur Tizen. Personne ne vous saviez qu'il y avait des téléphones Tizen. Je vais juste vous raconter une histoire un peu rigolote sur Tizen. C'est lié à ça. C'est ça. Donc, comme vous regardez bien sur l'écran, vous voyez du japonais et du coréen. C'est bon pour tout le monde? Le rendu de texte, c'est le truc le plus difficile. Ouais, non, t'exagères. Non, non, c'est hyper difficile. Alors, en français, on a juste le E dans l'eau comme ligature. Les ligatures pour le coréen sont un peu plus compliquées. Et celle pour le malayalam, que vous avez tous reconnu, je ne vous raconte pas. Cette histoire, elle est rigolote. Enfin, rigolote. Cette histoire, c'est l'histoire de Salaheddin Salah, qui m'envoie un mail en me disant « Je suis à Alep Est, j'ai 2 heures d'électricité par jour et 2 heures d'Internet. Est-ce que tu n'as pas quelque chose à me faire faire sur VLC ?» J'ai dit ça va? Il me fait oui, oui. Bon, tu sais, c'est à l'époque que tu regardes et tu vois que Alep Est, bombardé. Et donc, j'ai dit, bah, tu parles arabe? Il me dit oui. J'ai fait, on a des bugs en arabe et nous, on ne peut pas les débugger parce qu'on ne le lit pas. Alors, le mec, il me fait, ah oui, je connais un peu le C, je vais regarder. Pas de nouvelles. 4 mois après, il arrive, il m'envoie un truc, ça marche. Bon, ok, on fait du code, etc. Il disparaît. Puis au bout de 6 mois, on merge le code. Et il vient, il dit, t'as pas autre chose? Alors, je lui dis, bah, en fait, on a un problème avec l'hébreu. Je me dis, bon, JB, t'es quand même t'es un peu chaud, tu demandes à un mec qui est en train de se faire bombarder en Syrie, à la est Oui, ouais, pas de problème. Au bout de 6 mois, il me fait de l'hébreu. Alors je fais, bon, ok, alors vas-y, fais-moi les textes, donc ce qu'on appelle les complex text layout des langages sud-asiatiques, comme ça, et donc il part. Donc là, c'est hyper compliqué, hein, c'est FreeType, FreeBD, Ah oui, parce qu'il y a des langages qui écrivent dans les 2 sens. Hein, où tu commences comme ça, puis après tu prends l'espace pour écrire comme ça, et puis il faut que tu colles, etc. Et bien sûr, tu as des polices où il n'y a pas tous les caractères, hein, c'est pas comme le français. Voilà. Donc c'est hyper compliqué. Et c'est quand même un mec qui connaissait à peine le C, qui avait 2 heures d'électricité par jour, 2 heures d'internet et donc qui téléchargeait à coup de batterie, qui a quand même codé ça. Quand à la fin je lui demande qu'est-ce que tu veux, il me dit, j'ai dit tu veux qu'on t'invite en France, etc. Il me dit j'aimerais bien une lettre de recommandation et un email Vidéolan. Pour vous donner un ordre d'idée, VLC 3 par exemple, ça a mis 3 ans, 3-4 ans, c'est 18 000 commits sur le corps, plus 3 000 sur chacun des portes mobiles. Donc ça vous donne quand même une idée. On fait en général, on merge 4 à 5 merge requests par jour. Donc ça quand même, on est vraiment dans le gros quoi. On n'est pas dans le très gros, on n'est pas Firefox, mais quoique en termes d'utilisateurs, on va bientôt y arriver. Oups. S'il y a les gens de Firefox dans la salle, je m'excuse. On est en train de bosser sur un peu des idées pour l'UI de la 4, de VLC 4. Ça arrivera quand c'est prêt. Quand c'est prêt. Voilà, juste un petit point un peu rigolo. On a pas mal bossé sur le nouveau format de vidéo qui s'appelle AV1, qui est un format open, libre de droit, avec le moins de brevets possible. En théorie 0, mais en pratique, on n'y croit pas.
parce que évidemment tous les codecs, notamment H264, HEVC, sont des codecs avec beaucoup de brevets logiciels, même si en théorie c'est interdit en Europe. On a nos amis allemands qui s'amusent à en déposer beaucoup. Et donc, il y a un format qui a été fait avec principalement Google, Mozilla et Cisco. Puis maintenant, il y a Facebook, il y a tous ces gens-là. Et donc, ils ont fait un codec qui s'appelle AV1, qui est maintenant dans tous vos navigateurs. Et en fait, nous, on a fait un décodeur. Donc, on a fait la bibliothèque de décodage en tant que projet Vidéolan. C'est écrit en C et en assembleur. Le C, c'est 30 000 lignes à peu près. Wow, ça va. L'assembleur, on est à 225 000 lignes d'assembleur écrites à la main. Alors, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de projets au monde, open source ou pas open source, qui sont suffisamment tarés pour écrire 225 000 lignes d'assembleur à la main. Alors je vous rassure, hein, c'est à peu près 40 000 lignes par architecture. SSE3, c'est une architecture. AVX2, c'est une architecture. Okay, on est d'accord, hein, donc, aujourd'hui, c'est dans tous vos Chrome, dans vos Windows, dès que vous installez le plugin AV1, dans vos Firefox, dans vos VLC, MPlayer, tout ce qui est basé sur FFmpeg, tout ce qui est à peu près partout. Et ça a été fait par 5 ou 6 personnes sur le temps de 2 ans. Donc ça, c'est assez impressionnant et ça vous montre qu'on peut encore démarrer des logiciels, des bibliothèques compliquées de nos jours. Et on peut le faire et que ça se fait bien. Bon, l'assembleur, c'est dur à écrire. Par contre, c'est plus facile à review que le C. Voilà. Dès que vous utilisez Netflix, VLC, que vous utilisez Facebook et tout ça, vous utilisez VLC. Vous utilisez David. Nous, on bosse sur plein d'autres projets un peu rigolos. Il y a un projet qui s'appelle VLC Wasm, où on compile les 10 millions de lignes de code de VLC en Wasm pour le faire tourner dans le navigateur. Ça marche super bien. Et c'est vrai. On a un gros problème de sécurité. Si vous regardez ma vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps avec Micode pour raconter les galères de sécurité qu'on a sur VLC. Mais on est une petite équipe, on a un énorme reach, donc évidemment on est une super target. Parce que si jamais vous réussissez à mettre des trucs dans VLC, c'est sur beaucoup d'ordinateurs dans le monde. Et je crois que c'est bon, je pense que je peux prendre une question, 2 questions, pas de questions. Ok, il faut les répéter. Alors j'ai le droit de prendre 2 questions, mais il faut les répéter. Ouais. Alors la question c'est est-ce qu'on a déjà eu des problèmes légaux? La réponse est oui. Pendant un bout de temps, je recevais une lettre d'avocat par semaine. Il m'est arrivé de passer les frontières et l'entrée dans le pays était compliquée. Alors déjà, la première façon de répondre à un avocat, c'est, qui vous parle en anglais, en vous disant, etc., c'est « Je suis désolé, je ne parle pas anglais, veuillez m'expliquer en français ». Alors déjà, ils ont pris 6 mois, parce qu'il faut quelqu'un qui ait traduit leur truc. Ensuite, tu leur dis « Ah ben non, le brevet logiciel, c'est pas valide en France ». Ils disent « Ah mais si, j'ai déposé ces brevets ». Je dis « Prouve-moi qu'ils sont valides ». On est là, en fait, il y a beaucoup de choses, il faut savoir, notamment sur les vidéos, les codecs vidéo, c'est de la mafia. C'est une mafia de protection qui est, avec notamment des boîtes comme Dolby par exemple, mais d'autres, et pas mal y compris des gros groupes français qui sont habitués. Ils te disent, tu peux payer ou alors je t'attaque. Par contre, quand je t'attaque, tu sais que ça va te coûter 5 millions. T'es sûr que tu veux pas payer? Et moi je réponds, vas-y, viens. Qu'est-ce que tu veux voler? Mon code source? Les assets de Vidéolan, c'est-à-dire les 3 serveurs qui sont rackés dans un data center que je ne peux pas vous nommer. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de bluffs. Parce que toute cette partie de protection vraiment sur les brevets, il y a beaucoup de bluffs. On s'est fait attaquer une fois sur une question de marque et on a tout de suite changé parce que je pense qu'effectivement, on a eu tort. Parce qu'on n'avait pas fait attention et donc c'est arrivé tout de suite. La question que tu parles, c'est notamment sur le chiffrement et le déchiffrement des DVD. Je me suis pas mal battu avec Adopi, qui n'a pas été capable de répondre quelque chose. On dirait qu'on est en zone grise et que personne n'a osé. Par contre, effectivement, pour lire des Blu-ray dans VLC, c'est plus compliqué, il faut que tu ailles télécharger des trucs à côté de VLC. Mais par exemple, j'ai un plugin torrent de VLC depuis... D'ailleurs, je crois qu'il existe par défaut dans les bonnes distributions Linux. Et franchement, ça marche hyper bien. Ça marche bien mieux que Popcorn Time. Mais ça, on n'a jamais mis dans VLC, tu vois, parce que c'est un peu... Peut-être qu'à un moment, je le ferai. Allez, une autre question, qui n'est pas légale. Ouais.
Tu l'utilises tous les jours? Non. Non. Ok, donc la question, c'est la question avec les plateformes de streaming, etc. Donc déjà, la technologie de VLC, elle est partout. Donc plein d'apps, etc. Il y a des trucs qui sont partis dans FFmpeg. Tout ce que vous regardez en vidéo, il y a du VLC dedans et de la techno qui a été développée par Videolan. Ça, c'est évident. Non, ce qu'on voit, c'est plutôt une augmentation du nombre d'utilisateurs. Et notamment une augmentation du nombre. Par exemple, la dernière release de VLC, qui était la 3.0.20, qui est sortie début novembre. En 3 mois, j'ai 154 millions de téléchargements. Donc ça veut dire que c'est des gens, soit qui sont venus sur notre site web, soit qui ont fait la mise à jour et qui ont demandé la mise à jour. Parce qu'en fait, nous, on ne fait pas en plus des mises à jour automatiques. Donc en fait, on voit que c'est globalement assez stable. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a encore. D'abord, je pense que le piratage va repartir. Parce qu'en fait, maintenant, il vous faut Apple+, Disney+, Amazon Prime, Hulu, HBO, Canal, Netflix, évidemment. Ça commence à être, tu commences vite à être à 40 €, 50, et puis maintenant, les versions gratuites, elles ont de la pub. Donc voilà, donc il y a ça. Et surtout, en fait, tous les autres players sont morts. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a tellement pas de business que voilà. Et le deuxième point, c'est que Windows Media Player et les codec packs ont eu un certain nombre de failles de sécurité très très graves. Parce qu'en fait, même si Windows Media Player en soi ne l'a pas, les codecs que tu installes, par exemple, les spécialistes, c'était les codec packs de Real Player. En fait, ils téléphonent à la maison et ils t'installent des trucs en local, etc. Donc, avoir un truc qui arrive, qui est self-contained, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on lance ce projet de VLC Sandbox, c'est justement parce qu'en fait, il y a un vrai problème de sécurité. On parse des millions de lignes en C, des millions de codecs, tous différents, et tu le runs dans ton user. Voilà, c'est vraiment la target numéro 1. C'est tellement facile à cracher. Donc, voilà, et donc le fait qu'on soit auditable fait que les gens ont plus confiance en nous. Vas-y, dernière question. Non. Alors, est-ce que les... la question est-ce que les gens sont cool ou conciliants avec moi? C'est ça, à peu près. Alors, j'ai reçu des menaces de mort, plusieurs, en lettres anonymes, envoyées chez mes parents. J'ai reçu un moment, c'était un peu l'époque de l'anthrax, tu te souviens pas, il y a des trucs, j'ai reçu des lettres de farine. Je me suis pris des coups, je reçois des mails d'insultes régulièrement. Donc non. Et puis, alors déjà, la plupart des gens qui téléchargent VLC n'ont aucune idée de ce que c'est l'open source. Alors déjà, moi je suis très content parce que ça veut dire qu'ils utilisent VLC parce que c'est bien, pas parce que c'est libre. Aïe, ça c'est une grande bataille avec les gens du libre et de l'open source. Moi je leur dis c'est bien. Ils me disent non, c'est pas bien. Non, mais ça veut dire que tu as utilisé, pas parce que c'était libre, le démarche que je fais avec mon Linux, qui n'a pas craché pendant toute la présentation, alors que je suis sous Wayland. Les gens utilisent VLC parce qu'ils aiment ça. Mais ils n'ont aucune idée que c'est open source. Donc c'est pas mal. Mais résultats, ils en ont rien à carrer. Hein. Ils sont là pour t'insulter parce que leur bug n'est pas résolu, quoi. Même si tu leur as fait un long mail pour leur expliquer pourquoi. Et surtout, on a un vrai problème qui est un problème de support, c'est qu'on n'a personne pour faire du support. À un moment, on avait quelques personnes dans la communauté, puis elles ont grandi, et puis on n'a pas remplacé. Allez, une dernière question, parce que je pense qu'on est déjà en retard. Non, pas de question. Vous pouvez me trouver, je me balade, j'ai un chapeau cône sur la tête, je suis là aujourd'hui. Je vous remercie.